Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les élections des exécutifs municipaux se déroulent sous haute tension dans plusieurs localités du Cameroun. Des élus RDPC se déchirent sur fond de contestation des candidats investis par la hiérarchie du parti au pouvoir. Entre séquestration des conseillers municipaux, escalade verbale, bagarre et dénonciation de mauvaise gestion, le mode de désignation des maires RDPC a viré en la grogne dans plusieurs villes du Cameroun. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Une semaine après la tragédie survenue dans le Donga-Menton, des langues se délient pour démystifier l'opération controversée de sécurisation de cette localité, là où le gouvernement affirme que 5 civils ont perdu la vie à la suite d'un incident malheureux. Pourtant, autorités religieuses, acteurs de la société civile et leaders politiques de l'opposition soutiennent qu'environ une vingtaine de personnes, notamment des civils, des femmes enceintes, des enfants, ont péri. Que s'est-il réellement passé? De nouveaux témoignages à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Parlons d'abord de ces élections des maires qui se déroulent sous haute tension dans le département de la Haute-Sanaga, notamment dans la commune de Sem, là où plusieurs conseillers municipaux ont boycotté la session de plein droit, tandis qu'à Bibey, c'est les populations qui rejettent le candidat investi par la hiérarchie du RDPC. Les populations exhortent le conseil municipal à élire un autre candidat à la tête de cette municipalité. Le point avec Charles Milingui et Ike Cyril. Assis à même le sol, en signe de protestation, ou encore debout, à travers des champs hostiles, les populations de Bibey, dans le département de la Haute-Sanaga, rejettent le choix de la hiérarchie du RDPC pour conduire la mairie de Bibey. Le candidat vomi par la population, le voici, Gervais Mango. Il s'accroche aux directives du comité central du RDPC pour être élu maire de Bibey. Le parti avait donné des orientations que nous avons respectées. Les aventuriers dans le parti qui arrivent au moment où ils viennent chercher leur poste. Au moment où ils font militer, on ne les voit pas. Ça devient une question de vie ou de mort. Pendant que Gervais Mango est rejeté, son challenger, Martin Savom, porté par les populations, fait plutôt une entrée triomphale dans la ville. Pour la mairie de Bibey, il y avait une troisième candidate. Madame Job, au regard de la tournure des événements, jette l'éponge et rallie la candidature du peuple, séance tenante. Pour alléger le travail, moi je fais alliance avec M. Savon. Moi je lui donne mes 2 voix. Venu superviser les opérations, le préfet de la Haute-Sanaga plaide afin que le département d'origine de la première dame ne soit pas celui par lequel le mauvais exemple passe. C'est un département qui tient à cœur le chef de l'État. Donc quand nous faisons certaines choses, nous devons savoir raison garder. Il ne faut pas que le mauvais exemple vienne de l'idée. Ce n'est pas bien. J'ai vu des gens qui filmaient. Pendant que nous sommes en salle, c'est sûr qu'ils ont déjà posté des images. Ça fait le tour de la toile, ça fait la honte de l'arrondissement du Bibey, ça fait la honte du département de la Haute-Sanaga. Après de chaudes empoignades, ponctuées par 2 tours de vote, Martin Savom, le choix du peuple, l'emporte 14-11 contre Gervais Mango, le choix du parti. Mais malgré ce résultat, l'on attend encore à Bibey que la hiérarchie du RDPC se prononce. Dans la commune de Sem, voisine à Bibey, toujours dans la Haute-Sanaga, l'élection du maire également n'a pas été de tout repos. 4 conseillers municipaux ont déserté au moment de passer au vote. Si d'aucuns affirment que c'était pour marquer leur mécontentement, dans les rangs du RDPC par contre, l'on relativise. Les 4 absents sont des militants convaincus du RDPC. C'est des militants convaincus du RDPC et il ne me semble pas que ce soit
manière peut-être de manifester un quelconque ressentiment. Étant donné que je connais ces militants, j'ai l'impression que ces absences sont des absences justifiées. Au bout du compte, et après les opérations de vote, Benjamin Dona est élu maire d'un SEM avec 20 voix pour et un bulletin nul sur les 21 conseillers restants. Dans la région de l'Est, la commune de Mesok n'a toujours pas de maire. Pourtant, l'élection était prévue mardi dernier, mais un groupe de 10 conseillers municipaux a tout bloqué. Ils ont claqué la porte pour dénoncer l'attitude et le comportement du mandataire de la hiérarchie du parti au pouvoir, qui a battu en brèche les informations fournies sur la gestion du maire sortant, Keyo David. En plus des conseillers municipaux qui ont bloqué l'élection du maire, les populations de Mesok ont manifesté pancarte à main contre la réélection du maire sortant. Le mis en cause déclare que ces actions sont des opérations menées par des adversaires politiques. Le maire sortant soutient qu'il a la confiance du peuple pour espérer poursuivre ses actions de développement. L'élection a été reportée pour demain, vendredi. Élection de l'exécutif municipal à Mesok, commune d'arrondissement située dans la région de l'Est. Et dans le département du Noun, c'est la mairie de Kwoptamo qui a fait l'objet de vives tensions entre différents candidats RDPC à la tête de l'exécutif municipal. Les populations sont sorties dans la rue pour dénoncer l'un des adversaires qui aurait séquestré plusieurs conseillers municipaux absents lors de la session de plein droit. La police est intervenue pour calmer les esprits et finalement l'élection a pu se tenir. Le maire sortant a rempilé et pendant ce temps à Edéa, dans la Sanaga-Maritime, le maire, le candidat proposé par le RDPC a été battu aux élections durant cette première session du conseil municipal consacrée à l'élection des maires dans les différentes villes du Cameroun. Reportage, Mama Soufor, Eloka Ekoka Lobé et Nadine Yambou. La ville de Kwoptamo, dans le département du Noun, est en ébullition. Des populations protestent contre le choix du maire RDPC imposé par le parti lors de la session de plein droit. Dans cette bataille pour le contrôle de la mairie de Kwoptamo, une partie du conseil accuse le candidat Kwoto Umaru d'avoir séquestré des conseillers pour les obliger à voter pour lui. J'ai passé 3-4 jours à Bamoutos. Chaque jour, je lui demandais que je vais rentrer. Actuellement, où je lui parle, il a mon téléphone. Mon téléphone pour faire quoi sur lui? Depuis le 4 jours, je n'ai pas fait les appels. Il dit que je ne suis pas séquestré. Moi, je suis séquestré. Et il y a même d'autres qui vont passer là. Je voulais faire ça à la maison, on m'a informé que si j'ose entrer chez moi, on va me tuer. Je ne sais pas si un conseiller, on peut l'obliger à faire ce qu'il veut, à faire son choix. Le choix de notre personne, c'est toi qui fais ton choix. Et je suis dépassée. À mon retour, maintenant, on m'informe qu'on a bu de ma maison. Toutes mes machines, toutes mes choses. Moi, je suis désolée. Je suis dépassée. Le mis en cause balaie d'un revers de la main les allégations portées contre sa personne. J'ai appelé le sous-préfet, j'ai appelé le commandant de brigade pour leur faire comprendre, j'ai appelé un chef de village, un chef supérieur pour leur faire comprendre ceux qui étaient avec moi. Nous nous retrouvons à tel niveau. Attendant le préfet. Dès que le préfet se signale, nous regagnons la salle. Ce qui n'a pas été le cas hier. Mais je suis surpris d'entendre d'autres presses faire comprendre que des conseillers municipaux à Kwoptamo ont été enlevés. Et nous reprochons aussi quelque chose aux représentants de notre parti qui, au lieu de nous lire les tests, nous impose et nous fait comprendre que automatiquement, tel doit être maire. Me proposant de proposer des adjoints. J'ai dit non, que les urnes nous départagent. C'est sous haute surveillance des forces de l'ordre que s'est finalement tenue la session de plein droit. Et le maire sortant, Joya Ousmanou, a été reconduit à la tête de la mairie de Kwoptamo. Il place son mandat sous le signe du rassemblement. Dans le département de la Sanaga-Maritime, Bernard Missinga, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, prend les commandes de la mairie d'Edéa Premier. Il a été élu avec 13 voix contre 12, battant la maire sortant, Jacqueline Diok. À peine élu, le maire se dit conscient des défis qui l'attendent à l'ère de la décentralisation. Nous pensons le maire sortant parce qu'il a battu le travail de fourmi. Et nous pensons que
nous allons relever le défi de continuer cette œuvre. C'est ce que nous allons nous atteler à faire. Le préfet du département de la Sanaga-Maritime invite le nouvel exécutif municipal à placer la population au centre des priorités. Nous avons demandé aux élus de penser d'abord à l'intérêt général pour le bien-être de leur population dans ce contexte d'approfondissement et d'accélération de la décentralisation. Les populations d'EDA 1er attendent désormais la matérialisation des promesses annoncées sur le terrain. Sur le théâtre des massacres survenus dans le Ndonga-Menton, région du Nord-Ouest, la confusion règne encore. En présence des autorités administratives, plusieurs habitants accusent à la fois des groupes armés et certains soldats de l'armée camerounaise d'avoir mené l'opération ayant entraîné la mort de plusieurs victimes civiles. Elles ont fait ces déclarations en présence du préfet du Ndonga-Menton, descendu sur le site du drame presque une semaine après les événements. Reportage Jean-Paul Chouniat. Une semaine après les attaques meurtrières de Ngarbou, le préfet du Ndonga-Menton est enfin sur les lieux pour réconforter les populations encore sous le choc du drame du 14 février dernier. Nous sommes venus les encourager et les dire de nous informer de tout suspect dans la zone pour qu'on puisse prendre les mesures rapidement, aller donner la sécurité totale. Au cours des échanges avec l'autorité administrative, des témoignages divergents sont entendus çà et là sur les présumés auteurs de ces attaques. Tenez par exemple la version du chef de quartier Ngarbou qui cite l'armée et les civils en coalition dans une opération qui aurait mal tourné. En mission en Ngarbou, certaines personnes ont rejoint les militaires. Chacun avançait de son côté et quand les militaires étaient un peu plus loin, les autres sont revenus incendier des maisons. Et les militaires leur ont dit que là n'était pas leur mission et ils ont arrêté. Pour cet homme qui a échappé de justesse à la mort, ce sont les Amba Boys qui ont causé le carnage. Près de 20 Amba Boys sont arrivés. Cherchant en vain mon frère et moi, ils sont entrés chez moi, ils ont tout pris et de ma cachette, je les voyais. Sous anonymat, d'autres personnes accusent formellement les forces de défense et de sécurité. Autant de déclarations dissonantes faites en présence de l'autorité administrative et qui contribuent à entretenir le flou sur les circonstances réelles de ce malheureux événement. Voici la population du milieu qui témoigne ce qui se passait. Donc nous pensons que les journalistes devraient prendre le temps de descendre sur le terrain, accueillir les informations sûres avant de publier. Au final, qui des forces de défense ou les séparatistes ont arraché à la vie des habitants de Ngarbou, dont le bilan des victimes fait polémique. Officiellement 5 morts pour le gouvernement d'une part, et d'autre part, plus d'une vingtaine de morts, soutiennent Mordicus, l'évêque de Kumbo, la société civile et le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Seule donc l'enquête annoncée par le gouvernement permettra enfin de déterminer le nombre exact de morts, relater les circonstances réelles de ces attaques, ainsi qu'établir les responsabilités dans cette affaire qui fait désormais grand bruit. Après la tragédie de Ngarbou-Toubo dans l'arrondissement de Ndou, département du Ndonga-Menton, région du Nord-Ouest, l'archevêque métropolitain de Douala condamne avec fermeté la violence sous toutes ses formes. L'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, interpelle les pouvoirs publics pour qu'ils exercent la fonction fondamentale, celle de garantir la paix par la pratique de la justice authentique et la politique véritable. En cette circonstance douloureuse, Monseigneur Samuel Cléda invite les fils et filles de l'archidiocèse de Douala à se joindre aux familles des victimes de la localité de Ngarbou-Toubo et aux fidèles du diocèse de Kumbo pour une journée de prière prévue demain vendredi dans l'ensemble de l'archidiocèse de Douala afin que cesse toute forme de violence et que revienne la paix véritable au Cameroun. C'est une scabreuse affaire pour l'image du Cameroun. 6 concitoyens ont été présentés en Ouzbékistan comme les acteurs présumés d'un réseau de fabrication de faux dollars américains
Ils ont été appréhendés par la police de ce pays. Le montant du trafic illicite s'élève à près de 10 millions de dollars. Le gouvernement est silencieux jusqu'ici sur le sort réservé à ces Camerounais arrêtés dans ce pays situé en Europe. Des précisions avec Donald Brice Kamgang et Innocent Abega. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении граждан Камеруна. В корыстных целях они налаживали диалог. Ce reportage a été diffusé mardi à la télévision publique ouzbékistanaise. Dans l'élément, on aperçoit des Camerounais interrogés par les forces de police. Ils sont 6 interpellés pour fabrication de fausses monnaies, d'après la chargée d'affaires de l'ambassade du Cameroun en Russie. Dans cette correspondance signée mercredi et transmise au ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Bela Bela, Marguerite Florence Efa, la chargée d'affaires, porte l'information aux autorités camerounaises. La lettre précise que les 6 Camerounais mis en cause sont accusés de fabrication et détention de faux dollars, montant 10 millions, soit un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Les visages des 6 Camerounais ont été présentés à la télévision publique ouzbékistanaise, mais les identités ne sont pas encore connues. Au Cameroun, les autorités n'ont pas officiellement réagi pour l'instant. La chargée d'affaires de l'ambassade du Cameroun en Russie a indiqué pour sa part attendre d'être notifiée par l'ambassade de l'Ouzbékistan en Russie. Ancienne république soviétique, l'Ouzbékistan est un pays d'Asie centrale, indépendant depuis 1991. Après le reportage exclusif d'Equinox Télévision sur les difficultés des Camerounais confinés dans une ville chinoise, épicentre de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement reconnaît enfin l'urgence de soutenir ses concitoyens en détresse. Selon le ministère des Relations extérieures, ils sont près de 200 Camerounais actuellement confinés et vivant dans des conditions difficiles dans la ville de Wuhan, une ville qui est l'épicentre de l'épidémie de coronavirus en Chine. Le chef de l'État a instruit le ministre des Finances de mettre à disposition de l'ambassade du Cameroun à Pékin la somme de 50 millions de francs CFA pour apporter assistance aux Camerounais, près de 200 Camerounais confinés en Chine. Aucun rapatriement des Camerounais résidant dans cette ville n'est envisagé. Le gouvernement dit être en communication permanente avec la Chine et précise que ces Camerounais en confinement sont sains et saufs. Et rappelons que l'épidémie de coronavirus a déjà fait près de 2000 morts et 200 Camerounais se trouvent dans la ville où l'épicentre de l'épidémie est observé. Évoquons à présent ces difficultés que rencontrent les chercheurs au Cameroun. Un désordre est observé dans ce secteur d'activité, là où la recherche scientifique n'est pas assez prise en compte pour le développement du Cameroun. Que fait le gouvernement afin de donner à ces chercheurs un statut particulier pour leur permettre à ce que leurs travaux et les résultats de leurs recherches puissent servir pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais? Élément de réponse avec Aïk Cyril. La guéguerre n'avait que trop duré entre chercheurs institutionnels et enseignants-chercheurs, ou encore entre chercheurs conventionnels et chercheurs indépendants. Les uns se plaignant d'être des laissés pour compte au profit des autres, bénéficiant de toute l'attention des pouvoirs publics. Après avoir longtemps entretenu le flou, le gouvernement semble vouloir prendre ses responsabilités en réorganisant le secteur de la recherche et surtout de l'innovation au Cameroun. L'heure est à une seule cause nationale, celle de répondre à un certain nombre de défis, ceux déjà posés par les chercheurs eux-mêmes, mais aussi à un certain nombre d'enjeux auxquels la société dans son ensemble est confrontée. Bref, l'heure est à un véritable changement de culture scientifique. Une stratégie gouvernementale en matière d'innovation est en gestation. Les membres du comité interministériel chargé de son élaboration ont été installés au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Objectif, bâtir une Silicon Nation avec le génie de tous et de chacun. Il est de la responsabilité de l'État d'élaborer une vision d'ensemble de tous les défis à relever dans le domaine de la recherche et de l'innovation afin de définir un certain nombre de priorités, de mettre en cohérence l'action des uns et des autres en vue d'optimiser au mieux les financements publics. Le comité a 6 mois jusqu'au 20 août 2020 pour sortir des fonds baptismaux la stratégie gouvernementale en matière d'innovation. Mais la stratégie ne saurait être statique. Le délai de renouvellement en France est de 3 ans.
Le Cameroun table sur une période de 5 ans. C'est une œuvre immense, c'est une tâche dantesque. On n'a que 6 mois, on va essayer de le faire. Le Cameroun peut raisonnablement se fixer 5 ans pour à chaque fois renouveler sa stratégie, c'est-à-dire compléter ce qui n'a pas pu être pris en compte, rattraper ce qui a été laissé de côté. C'est depuis le conseil de cabinet du 16 août 2016 que le Cameroun aurait dû se doter d'une stratégie nationale en matière d'innovation. Le comité interministériel que préside la secrétaire générale du MINRESI, aux côtés des secrétaires généraux du MINPOSTEL et du MINMID, a très peu de temps pour rattraper ce retard. Plus d'un siècle après le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Congo, les deux pays voisins souhaitent relancer le débat sur la démarcation de la frontière en vue de l'utiliser pour créer des zones de développement et de coopération économique, sociale et culturelle. À cet effet, c'est à l'origine de la rencontre entre le ministre camerounais de l'administration territoriale et son homologue congolais. On fait le point avec Cédric Chouna et Sylvestre Hippolyte Zangao. 523 km de frontière entre le Cameroun et le Congo, tracé en 1906 lors de l'occupation allemande. Plus d'un siècle après, certains éléments échappent à ce tracé. La disparition de certaines bornes rend difficile la démarcation et la délimitation au niveau de certains piliers. Le Cameroun et le Congo ont donc entrepris de résoudre le problème en s'appuyant sur les résolutions de l'Union africaine qui engagent ses États membres à la démarcation de leurs frontières à l'horizon 2022. La plupart des bornes matérialisant la dite frontière sont détériorées ou ont disparu. La présente rencontre a pour but de parachever un processus entamé le 28 mai 2019 à Yaoundé lors de notre réunion qui visait à réhabiliter et à densifier les bornes frontières et à clarifier les points de passage de notre frontière commune au niveau des cours d'eau. Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale du Cameroun, et Zéphirin Mboulo, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du Congo, affirment que la démarcation de la frontière commune à leurs deux pays va aboutir à la création des zones de développement et de coopération. Le projet n'émane nullement d'un conflit frontalier. Il n'existe aucun conflit, aucun malentendu, et donc pour nous c'est déjà quelque chose de très bien. Et vous savez que la frontière est souvent cause des problèmes entre États. Et donc de temps en temps, il faudrait que nous nous retrouvons. La troisième rencontre en vue de la démarcation de la frontière commune entre le Cameroun et le Congo va aboutir à des propositions indiquées qui seront soumises au chef d'État des deux pays. Dans l'escale internationale, l'affaire des biens présumés mal acquis en Guinée équatoriale base son plan à la Cour internationale de justice, mettant en face à face les avocats de l'État français et ceux de l'État équato-guinéen au cœur des débats, l'indépendance de ces pays africains face à la puissance française qui a décidé de confisquer et de saisir les biens appartenant à l'État équato-guinéen. Quels sont les arguments présentés par les différentes parties pour obtenir gain de cause devant les juridictions internationales? Élément de réponse avec Michel Ngachou. Les débats sont houleux devant la juridiction la plus importante du monde. Les avocats de la France et de la Guinée équatoriale sont aux plaidoiries devant la Cour internationale de justice à La Haye. Au cœur des débats, le statut de l'immeuble situé au 42 avenue Fouche à Paris, qui selon l'État français est une résidence privée du fils du chef de l'État équato-guinéen, considéré par la Guinée comme une mission diplomatique. Car la Guinée équatoriale affirme que la désignation par l'État accréditant des locaux de sa mission n'est pas subordonnée à l'approbation de l'État accréditaire. Mais elle n'a jamais soutenu que l'État accréditaire n'avait pas son mot à dire. Car elle ajoute aussitôt, je le rappelle, que l'État accréditaire peut contester la désignation conformément à sa législation en la matière, si une telle législation existe, ou à sa pratique établie, si une telle pratique existe.
La Guinée équatoriale, qui accuse la France d'avoir violé la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, assure de l'acquisition du bâtiment en septembre 2011, lorsque Malabo est devenu actionnaire unique des sociétés françaises et suisses du fils Obiang, et la France qui a accepté le paiement des impôts versés lors de l'achat du bien, et les courriers officiels du Quai d'Orsay adressés au 42 avenue Fouche. Quelles que soient les utilisations antérieures de l'immeuble en question, celui-ci aurait dû cesser de relever du domaine privé pour revêtir un statut diplomatique dès la notification du 4 octobre 2011 au service du protocole du ministère français des Affaires étrangères. Tel était le but recherché par l'envoi d'une telle correspondance. Le fils du président équato-guinéen Théodorin Obiang, qui est par ailleurs vice-président du pays, a été condamné à 3 ans avec sursis par la justice française et les biens en débat ont été confisqués sous l'ordre des juges parisiens. Une décision qui met de fait, selon l'avocat international Maurice Kamto, la mission diplomatique guinéenne en France dans la rue. Fait que la France ait saisi ou confisqué un immeuble servant de locaux de la mission diplomatique suffit à constituer des violations de la Convention de Vienne. Autrement dit, si cela n'avait dépendu que de la France, la confiscation aurait sans doute déjà débouché sur la vente de l'immeuble constituant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, car l'effet suspensif n'a été provoqué que par le pourvoi en cassation du vice-président de la République de Guinée équatoriale. Plaidoirie et conclusion finale lors de cette audience à La Haye. La France, quant à elle, est attendue ce vendredi pour ses exposés devant la Cour. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autrou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala, solidaire des populations d'Ntumbo. Il a condamné avec fermeté toute forme de violence à la suite de cette tragédie où plusieurs populations civiles ont perdu la vie, notamment des femmes enceintes et des enfants. Lui qui également appelle tous les fils et filles de l'archidiocèse de Douala à se joindre aux familles des victimes et à ceux du diocèse de Kumbo pour cette journée de prière prévue demain dans l'ensemble des paroisses catholiques de l'archidiocèse de Douala afin que cessent, dit-il, toutes les formes de violence et interpelle aussi les pouvoirs publics sur leur rôle de pouvoir assurer une justice authentique, leur rôle de ramener la paix véritable au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h.